Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Et avec vous ce matin, nous allons évoquer la niche parlementaire LFI qui n'a pas abouti, qui a suscité le désordre et la colère dans l'Assemblée. L'ultimatum fixé par Marine Le Pen à Michel Barnier. Il a jusqu'à demain pour donner satisfaction aux doléances du RN, sinon c'est la censure. La légitimité du chef de l'État, LFI souhaite qu'il se retire avec des présidentielles anticipées. On a encore entendu Jean-Luc Mélenchon vendredi soir. L'état dans lequel se trouve notre pays, finalement soutenu économiquement par l'un des indicateurs majeurs, l'agence Standard & Poor's, l'immigration avec ce grand réseau de passeurs démantelés et le sort de Boualem Sansal, otage, comme le titre nos confrères du Point, otage des autorités algériennes, mais surtout des rapports conflictuels entre la France et l'Algérie. Pour vous interroger ce matin, je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jeudi soir, la niche parlementaire LFI, c'est-à-dire les textes que votre formation présentait aux autres députés, s'est terminé en pugilat. 2 députés ont failli en venir aux mains, le modem Nicolas Turquois et le socialiste Mickaël Boulou. Des violences donc, des invectives aussi, dont apparemment aussi les vôtres, Manuel Bompard, à l'encontre de celle qui présidait la séance, Naïma Mouchou. Elle s'est expliquée dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews vendredi soir. On écoute, on regarde. Je suspends la séance. Je l'ai suspendue à plusieurs reprises, il y a eu des rappels au règlement. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « Tu vas le payer ». Tu vas le payer, oui, tu le paieras, tu es complice et tu le paieras, y compris électoralement. C'est une intimidation. Voilà, c'est une mise sous pression, insupportable. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je veux dire dans votre présentation de ce qui s'est passé jeudi que vous avez une présentation des choses qui est assez euphémisante. Il n'y a pas eu un pugilat. Il y a eu, de la part d'un député, membre du MoDem, M. Turquois, une tentative d'agression physique, d'abord contre un député socialiste, et ensuite contre un député insoumis. Donc essayer de faire croire ou de faire penser que ce qui s'est passé dans l'hémicycle, c'était une bataille entre 2 députés. Non, pas du tout. Il y avait un député qui a tenté une agression physique et d'autres députés qui en ont été victimes. Ça, c'est la première chose que je veux dire par rapport à la question que vous m'avez posée. Quant à Mme Mouchou, que j'ai effectivement pu entendre sur votre plateau, je vous confirme effectivement lui avoir dit que sa participation au blocage organisé par les macronistes pour empêcher l'Assemblée nationale de voter sur la proposition de loi que nous avons déposée pour abroger la réforme des retraites, je vous confirme lui avoir dit qu'elle devrait rendre des comptes d'un point de vue électoral, effectivement, de son attitude. Vous avez dit, tu vas le payer. Non, je n'ai pas utilisé ce terme. Ça, effectivement, c'est un terme mensonger, y compris quand elle dit que j'aurais dit... Elle ment quand elle dit... Quand elle dit que j'aurais dit, y compris électoralement, bien évidemment que je n'ai parlé que de conséquences électorales, évidemment, et vouloir faire croire, en quelque sorte, que j'aurais voulu la menacer ou l'intimider d'une autre manière... Elle parle d'intimidation. Oui, mais d'une autre manière que ce que j'ai toujours dit, et ce que nous avons toujours dit, c'est que effectivement, les décisions politiques, elles donnent lieu à des conséquences électorales. Enfin, excusez-moi, c'est quand même assez surprenant et assez hallucinant de considérer que ce serait un problème de dire à un ou une députée que les décisions qu'elle prend dans l'Assemblée nationale auront des conséquences électorales. Nous sommes en démocratie, n'en déplaise aux macronistes, l'Assemblée nationale n'est pas un conseil d'administration, on y rend compte des décisions qu'on prend devant les électrices et les électeurs, point. Mais j'ai bien vu qu'il y avait de la part de Mme Mouchou une tentative de créer un contre-feu pour masquer en vérité ce qui s'est passé jeudi, c'est-à-dire la violence qui a égrené toute cette journée. J'ai parlé de la tentative d'agression du député Turquois, mais on a assisté aussi à une violence sociale avec des gens qui venaient dire « mais à 64 ans, on est encore en forme, on peut continuer à travailler » et à une violence antidémocratique. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le gouvernement... C'est pas une violence sociale de dire qu'à 64 ans, on est encore en forme. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand des députés de mon groupe prenaient la parole pour dire, par exemple, voilà, moi, mon père... Quand il est arrivé à 60 ans, il était déjà dans une santé, avec une situation en termes de santé qui était déjà très dégradée. Personnelles voilà, il y avait en face des députés macronistes qui ricanaient, qui rigolaient, Voilà, j'ai trouvé que c'était effectivement très violent. Ricaner et rigoler, il se peut que ça se dise courtois, mais c'est de la violence sociale. Voilà, le terme n'est pas un peu exagéré? Non, pas du tout. Je trouve que quand on évoque une situation qui sont des situations personnelles qui sont dures d'un point de vue social, vous savez, quand vous arrivez à 60 ans et que vous avez en fait, vous pouvez pas profiter
profiter d'un peu de votre retraite en bonne santé, voir en face du mépris, des rires, des ricanements. Je trouve ça très violent. Et puis il y avait une violence antidémocratique. Oui. Enfin, quand même, Manuel Bompard, vous parlez de l'obstruction, que les macronistes ont fait de l'obstruction, mais vous, la France Insoumise, vous êtes les champions de l'obstruction à l'Assemblée nationale. La dernière fois, quand la réforme des retraites a été examinée, 19 000 amendements, et là, il n'y en avait qu'un millier. Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question. Il ne faut pas être hypocrite. La vérité, c'est que l'obstruction parlementaire, c'est un outil parlementaire. Vous en êtes les champions. Qu'on peut utiliser. Mais en fait, l'obstruction parlementaire, c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire face à un pouvoir, par exemple, c'était le cas lors de la bataille contre la réforme des retraites, qui veut passer en force une réforme qui est rejetée à l'époque par 90% des Français. J'assume. Pas 90%. Si 92% des actifs, vous pouvez retrouver les sondages de l'époque. Et peut-être 70 à 80% des Français si vous intégrez les retraités. Face à cette situation, j'assume de vous dire que je considère que notre groupe parlementaire à l'époque s'est honoré en essayant d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher cette réforme d'être votée. D'ailleurs, elle n'a pas été votée. La réforme des retraites, elle est passée par 49.3. Là, en l'occurrence, ce qui est différent dans la journée de jeudi, c'est que c'est le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place qui utilise l'obstruction parlementaire contre l'initiative des députés. Le principe, je vais m'arrêter là, le principe d'une niche parlementaire est garanti par la Constitution. C'est-à-dire, il y a une autre journée dans l'année dans laquelle un groupe d'opposition peut décider des textes qu'il inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Par son attitude, le gouvernement, en fait, a détruit ce principe constitutionnel. Puisque si dorénavant, vous ne pouvez plus décider du texte que vous mettez à l'ordre du jour, alors il n'y a plus de niche parlementaire. Juste pour clore sur ce sujet des violences, et vous avez parlé de violences sociales, je vous entends, Manuel Bompard, est-ce que vous présentez vos excuses à Naïma Moutchou ce matin sur Europe 1 et sur CNews ? Évidemment que je ne m'excuserai pas d'avoir simplement dit à une députée que son attitude... Non, alors, je vous ai dit précisément... c'est pas vrai. Je vous ai dit précisément l'inverse tout à l'heure. Donc, si vous Diriez-vous qu'elle est en train de se victimiser d'une certaine manière ? Certainement, oui. Et je pense surtout qu'elle a tenté de faire une forme de contre-feu par rapport à l'agression dont s'est rendue coupable. Parce que ça, c'est pas parole contre parole. L'agression du député turquois, il y a des vidéos, vous pouvez les montrer si vous voulez. Donc, évidemment que je n'ai jamais menacé qui que ce soit d'autre chose que de conséquences électorales. C'est une adversaire politique ou c'est une ennemie ? Parce que de la manière dont vous lui parlez... Mais comment je lui ai parlé ? Enfin, je ne sais pas, ça vous surprend tant que ça qu'un député, quand il prend une position, quand il vote pour quelque chose, quand il participe à une manœuvre d'obstruction, qui l'en subisse des conséquences électorales, vous trouvez ça menaçant, sincèrement, de dire ça à un député ? Parce que je vous informe quand même que les votes à l'Assemblée nationale, ils sont publics, sur le site de l'Assemblée nationale. Heureusement quand même que les députés, quand ils prennent des positions, ils les prennent devant les électrices et les électeurs. La question, Stéphane Dupont, est quand même fondée, c'est-à-dire, vos adversaires, vous avez devant vous des macronistes, des lepénistes, est-ce que vous les considérez comme des adversaires ou comme des ennemis ? Mais certainement pas comme des ennemis. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne suis pas, moi, dans... non, parce que vu le climat d'hostilité qu'il y a à l'Assemblée, l'adversaire, on le respecte. L'ennemi, on le combat à tout prix. Mais attendez, moi, je respecte bien évidemment mes adversaires à partir du moment où leur attitude est respectable. En l'occurrence, vous dites... Ça n'a pas toujours été le cas quand il y avait le ballon de foot à l'effigie d'Olivier Dussopt sous le pied de Thomas Porte. Je vais finir de répondre à je vais répondre à votre deuxième question ensuite. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a produit cette scène où je suis allé voir Mme Moutchou ? C'est que Mme Moutchou a été la première présidente de séance jeudi et que pendant sa présidence, en 2 heures de débat, nous avons eu 4 suspensions de séance qu'elle a accordées, 10 rappels au règlement. Et qu'en 2 heures de débat... C'est fondé, ça, j'imagine. C'est sur du désordre où elle n'a pas suspendu les séances. C'est l'arroseur arrosé, vous êtes spécialiste de ce genre de choses. Je vais vous montrer à quel point ce n'est pas un problème d'adversaire, d'ennemi ou je ne sais pas quoi. C'est que les séances suivantes dans la journée, elles ont été présidées d'abord par M. Lescure, qui est lui-même est macroniste aussi. Bon, et il n'y a eu aucun incident. Parce que lui, il a respecté une organisation du débat. Non, elle a... par son organisation partiale du débat, elle a participé à des manœuvres d'obstruction qu'ont engagé un certain nombre de députés macronistes et le gouvernement. Et ça, si vous ne me croyez pas, je vous invite à re-regarder le débat et vous verrez la différence de présidence quand c'était Mme Moutchou au perchoir et quand c'était M. Lescure au perchoir. Et pourtant, M. Lescure n'est pas de ma famille politique, vous voyez ? Donc oui, bien évidemment, ils ont participé d'une manœuvre d'obstruction et j'assume de dire que dans ces circonstances-là, on doit en assumer les conséquences d'un point de vue électoral. Ça c'était jeudi soir. Qu'est-ce qui se passe demain ? Est-ce que vous appelez Marine Le Pen à censurer ? Non, mais moi d'abord, avant de parler à Mme Le Pen, je vais d'abord dire que ce qui se passe demain, c'est que le gouvernement va venir devant l'Assemblée nationale avec un projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est un projet de loi de finances de la sécurité sociale désastreux.
C'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale dans lequel il y a, par exemple, le report de la revalorisation des pensions de retraite, l'introduction de 3 jours de carence pour les fonctionnaires, et que donc ce projet de loi, la baisse des remboursements, des consultations médicales, donc ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, s'il devait être adopté, il aurait des conséquences désastreuses pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. En particulier, par exemple, sur les jours de carence, pour tous les fonctionnaires, et j'en profite pour dire que les fonctionnaires appellent à une journée de mobilisation la semaine prochaine, le 5 décembre, et que je les soutiens pleinement, et que je les appelle à se mobiliser. Donc sur cette base-là, puisque le gouvernement a l'intention d'utiliser le 49.3 pour passer en force ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, je vous confirme que nous déposerons une motion de censure, et j'appelle l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale de voter cette motion de censure pour faire tomber ce budget de la sécurité sociale et par là même pour faire tomber le gouvernement, évidemment. Et on parlera de l'ultimatum fixé par Marine Le Pen au gouvernement juste après une première pause. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard. Demain, vous l'avez dit, effectivement, l'arrivée du PLFSS et puis quand même, cet ultimatum va-t-il être rempli ou pas par Marine Le Pen à Michel Barnier? Michel Barnier qui lui a répondu qu'il n'était pas dans l'état d'esprit d'un ultimatum, mais dans le respect et le dialogue. Est-ce que tout cela va tenir, Manuel Bompard? Non, je ne le crois pas. Je crois que la semaine prochaine, le gouvernement sera censuré. Le gouvernement sera censuré et je dénonce quand même l'hypocrisie de Mme Le Pen. Parce que je rappelle que si on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous avons M. Barnier comme Premier ministre, et si nous avons ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances de ce qu'on appelle le PLF, le budget de l'État, si nous les avons sur la table, c'est bien parce que Mme Le Pen a décidé de laisser M. Barnier s'installer. Que quand nous avons déposé une motion de censure au mois de septembre pour empêcher que ce gouvernement puisse voir le jour, parce que nous savions à l'époque que les budgets qui allaient être proposés allaient impacter en particulier le pouvoir d'achat des Français, à ce moment-là, Mme Le Pen n'a pas censuré le gouvernement. Et elle n'a pas dit que le budget de l'année d'avant pouvait s'appliquer comme elle l'a dit ces derniers temps. Et effectivement, donc je dénonce quand même son hypocrisie, c'est-à-dire que... C'est du bluff ? Non, je ne dis pas que c'est du bluff. Je dis que dorénavant, elle nous dit qu'elle est la grande défenseuse du pouvoir d'achat, etc. Mais à l'époque, il suffisait de faire tomber ce gouvernement. Alors, vous n'auriez pas ce budget de la sécurité sociale. Et je vais même vous dire autre chose. Quand nous avons, à l'Assemblée nationale, eu le débat sur le projet de loi de finances, nous avons, nous, le Nouveau Front Populaire, la France Insoumise, fait voter un certain nombre d'amendements pour dire il ne faut pas que l'effort qui est nécessaire pour réduire le déficit repose sur tout le monde, il doit reposer sur les plus riches et les grandes entreprises. Nous avons réussi à faire voter des amendements sur ce sujet. Nous avions 75 milliards de recettes nouvelles qui n'impactaient pas tout le monde, qui impactaient une minorité. À l'époque, Mme Le Pen s'est alliée avec les députés macronistes, et les députés macronistes et les députés du Rassemblement national ont rejeté notre budget. Donc, c'est un peu facile. En êtes-vous vraiment surpris que le RN refuse un budget de Non, je ne vous dis pas que j'en suis surpris. Je vous dis juste qu'à un moment, il faut un petit peu de cohérence. Vous n'avez pas la même lecture de l'économie. Vous ne pouvez pas installer le gouvernement, empêcher que ça soit un budget dans lequel l'effort repose sur une minorité, et maintenant venir dire à M. Barnier, je ne suis pas d'accord parce que votre budget frappe tout le monde. Oui, le budget de M. Barnier frappe tout le monde. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que M. Barnier soit Premier ministre et donc il fallait voter la motion de censure. Vous vous présentez comme les grands défenseurs du pouvoir d'achat, mais la niche parlementaire dont on vient juste de parler, sur les retraites, vous financez l'abandon de la réforme des retraites par une hausse massive des cotisations. Mais pas du tout, monsieur. Mais si, mais qui vont toucher tous les Français. Mais vous avez lu notre proposition et qui vont réduire la feuille de paye de tous les Français. Mais est-ce que vous avez lu notre proposition de loi? Mais oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qui est le gage, c'est-à-dire le financement, il s'appuyait sur quoi dans notre proposition de loi? Sur du tabac et sur ça. Non, pas du tout. Mais c'est dans votre programme attendez. Là, je vous parle de notre proposition de loi dans notre niche parlementaire. Il y avait 2 gages, un gage sur le tabac et un gage par une taxe sur les super profits des entreprises gazières et pétrolières. Ça ne fait pas les 20 ou 30 milliards du coût de la réforme. Mais ça ne coûte pas 20 à 30 milliards. Bien sûr que si. Non, alors ça coûte combien? Les chiffres du gouvernement pour l'année qui vient, l'abrogation de la réforme des retraites sur la base de notre proposition de loi, c'était 5 milliards. Pour l'année qui vient. Oui. Et nous le financions. Ensuite, vous pouvez poser, si vous voulez, la question du financement à long terme. Ça, c'est autre chose. Et dans le cadre du financement à long terme, d'abord, il faut aussi prendre en compte dans le calcul du chiffrage ce que la réforme a coûté. Parce que est-ce que vous savez que la réforme... Est-ce que vous l'assumez, cette hausse des cotisations? Non. Nous avons proposé une hausse des cotisations sur les gens qui gagnaient plus que 2 plafonds de la sécurité sociale. C'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 8 000 euros net par mois. Donc ne me dites pas que c'est une hausse de cotisation massive sur tout le monde. C'est pas ce que nous avons proposé en l'occurrence. Mais faisons un peu de spéculation politique. Imaginons que la censure fonctionne. Très bien. Le NFP existe encore?
Vous avez encore une candidate première ministre? Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Nous avons dit depuis le premier jour que la candidate que nous avions proposée, Lucie Castet, restait notre candidate et demeurerait notre candidate. Vous êtes conscient que ce n'est pas le cas pour tous vos partenaires? Oui, précisément, par exemple. Précisément, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne veux pas vous raconter d'histoire. Vous me posez la question sur la France Insoumise. La France Insoumise a dit depuis le début que Lucie Castet restait notre candidate. Maintenant, je dois observer comme vous que notamment le Parti Socialiste a dit que ce n'était plus sa candidate. J'ai entendu M. Hollande en particulier dire que Lucie Castet n'était plus sa candidate. Pour moi, ça reste la candidate possible. D'accord, maintenant, c'est intéressant dans la mesure où toutes les composantes de l'NFP avaient le même candidat. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Je pense que, en quelque sorte, on n'en est plus vraiment là. C'est-à-dire que si le gouvernement de Michel Barnier tombe, je pense que la question qui va être posée, en vérité, c'est celle du départ du président de la République. Voilà. Je pense qu'on n'est plus, au moment où la question... Donc Mme Castet, c'est du passé? Non, je ne dis pas c'est du passé. Je continue à lui apporter... C'est ce que vous dites. Non, je continue personnellement à dire que si M. Macron nommait Lucie Castet comme Première ministre, nous serions prêts effectivement à constituer un gouvernement et à mettre en place une autre politique. J'ai observé que le Parti Socialiste avait tourné, lui, de son côté, la page de Mme Castet. Ce n'est pas mon cas. Et je dis qu'il me semble qu'on est dans une situation qui est de telle gravité politique et un tel blocage démocratique, j'observe les débats à l'Assemblée nationale, que je pense que si on veut déverrouiller cette situation de blocage, la question qui est posée après la chute du gouvernement est celle du départ du président de la République. Et pas d'un gouvernement technique, ça pourrait être une autre option. Mais un gouvernement technique, ça ne veut rien dire. Vous pouvez, si vous voulez, remplacer Michel Barnier par un Michel Barnier de la société civile. Mais à la fin, quelle est sa base, son socle parlementaire? Je vous ferai remarquer qu'à la Commission des Finances, on a déjà une sorte de gouvernement technique, puisque vous avez M. de Courson avec M. Coquerel qui s'entendent très très bien. Mais c'est pas un gouvernement, ça. Non, c'est un président de la Commission des Finances et un rapporteur général. Non, mais vous savez bien que le socle du gouvernement, et en attendant dans la situation actuelle, c'est de trouver un budget. Donc si ça commence par la Commission des Finances, il y a quand même une logique. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un gouvernement technique autour, justement, là je viens de citer 2 noms, c'est pas complètement aberrant de se dire que ça pourrait continuer et former un gouvernement technique. Ça avait été sur la table avant même... Je ne vous reproche pas de me poser cette question. Barnier. Je vous dis juste que si on est... Vous en voulez pas, vous le censureriez, un gouvernement technique. Mais ça dépend pour faire quoi. Mais si vous me dites un gouvernement technique du nouveau Front Populaire, vous pouvez l'appeler technique si vous voulez, mais à la fin, ce que je veux dire, c'est que technique ou pas, il y a des orientations politiques qui sont proposées. Donc je veux dire, moi, si c'est un gouvernement technique pour proposer le même budget que M. Barnier, je peux vous dire que le résultat, ça sera aussi la censure. Donc vous voulez faire tabula rasa et donc destituer le président? Non, attendez. Pour éviter, c'est ce que j'appelle souvent dans les émissions les 3 couloirs de nage, c'est-à-dire le RN, le socle commun et le NFP, où effectivement les équilibres politiques ne peuvent pas se trouver. Je cherche une solution pour le pays. Je pense que vous n'êtes pas le seul. C'est une solution violente quand même. Je ne dis pas que je suis le seul. Je ne dis pas que je suis le seul, mais je cherche une solution pour le pays. Je dis qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire pourrait être effectivement une possibilité. Je vous ai dit comment je voyais les choses. Mais je dois aussi dire et observer que M. Macron avait fixé une condition qui était la condition de la non-censure pour nommer M. Barnier, et que, manifestement, on est en train de parler de la possibilité de la censure. Mais c'est tellement hermétique entre vous et le RN, ou est-ce que vous vous parlez de temps en temps? Là, par exemple, sur la censure, est-ce que vous êtes allé à la pêche aux infos, censure, pas censure? M. Bardella a dit lors d'une dédicace en Moselle qu'il faudrait un miracle pour éviter la censure. Bon, on avance quand même sur le fait que, visiblement, plutôt censure que pas censure. Mais M. Bardella, Mme Le Pen essayent maintenant de corriger leur complicité dans la mise en place du gouvernement de M. Barnier. Donc ils osent le ton, etc. Mais encore une fois, sans eux, M. Barnier ne serait pas départ d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il faudrait quand même pas vous offusquez des grands mots et là vous employez tout de suite les grands mots, la complicité. Écoutez, excusez-moi, mais si M. Barnier vous avez parlé d'assassinat. Mais je ne vous ai pas parlé d'assassinat, je vous ai parlé de complicité. Enfin, excusez-moi, je vous devance. Mais non, vous ne me devancez pas. Vous ne me devancez pas. Vous fantasmez. C'est 2 choses différentes. Très bien. La complicité en politique, ça existe et c'est pas un mot insultant de dire que si M. Barnier a pu être mis en place, c'est bien parce qu'il y a eu une complaisance et une complicité du Rassemblement national. Est-ce que le départ d'Emmanuel Macron est inévitable selon vous? Mais je le crois. Inévitable. Je le pense, oui. Je le pense. Et d'ailleurs, je dois observer que cette semaine, il n'y a pas que les dirigeants de la France Insoumise qui l'ont dit. J'ai vu M. Copé, dont on ne peut pas dire que ce soit un ami politique. Vous n'avez pas grand-chose en commun avec M. Copé. Voilà. J'ai vu M. de Courson, vous parliez de lui, dire exactement la même chose. J'ai observé d'ailleurs qu'il y a des sondages qui disent aujourd'hui que la majorité des Français, en cas de chute du gouvernement Barnier, pensent que c'est le président de la République qui doit partir. Mais vous ne contestez pas la légitimité d'Emmanuel Macron. Il demeure légitime. Son mandat demeure légitime. Il a été élu à la dernière élection présidentielle. Pour 5 ans. L'ensemble des Français. Ça ne m'a pas échappé. Mais maintenant, et pour 5 ans.
Mais ça ne m'a pas échappé non plus. Bon. Mais vous savez qu'il existe, puisque M. Macron a manifestement choisi dans son mandat de faire la liste de tous les articles de la Constitution. Donc il y a un article qui permet et qui prévoit la possibilité d'émettre, destituer ou que le président de la République démissionne. C'est aussi dans la Constitution. Et 62% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Barnier. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et JDD. Mais ça veut dire quand même que 38% des Français respectent les institutions et se disent on a un président jusqu'en 2027. Mais vous êtes quand même parfois assez incroyable. C'est-à-dire je suis incroyable. Incroyable, mais là, je vous le disais pas d'une manière... pour un compliment. Je vous le disais pas d'une manière très positive. Bon, je prends quand même. Mais vous êtes d'accord que on peut souhaiter la démission du président de la République sans remettre en cause nos institutions. Pourquoi vous dites que ceux qui seraient contre sont les seuls à respecter nos institutions? Vous poussez à la démission quand même. C'est une forme de coup d'État institutionnel. Est-ce que oui ou non, la démission du président de la République ou la destitution est prévue par la Constitution? Mais bien sûr que oui, mais bon, c'est pas un droit constitutionnel, mais ça, c'est pour des elle me dit pas que c'est une remise en cause de la Constitution. Sachant que le Parlement qui restera le même en cas de démission du président, puisqu'on ne peut pas dissoudre jusqu'à l'été prochain. Mais on peut changer un président nouvellement élu peut aussi engager la possibilité de changer la Constitution pour, par exemple, changer le mode de scrutin et pouvoir organiser de nouvelles élections plus rapidement. Un nouveau président élu, fort de la souveraineté populaire, peut effectivement débloquer la situation politique et permettre au pays d'avancer, parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas mes intérêts ou nos intérêts aux uns et aux autres. Le sujet, c'est comment on peut faire avancer le pays. On continue le débat dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Manuel Bompard. Manuel Bompard, vous avez d'ailleurs, en ce qui concerne la démission ou la destitution du président de la République, envoyé une lettre à Bruno Retailleau pour lui demander de commencer à organiser des présidentielles anticipées. C'est pas un peu rapide comme... Non, je lui ai demandé de demander ou d'informer les formations politiques, toutes les formations politiques, sur quelles seraient les modalités d'organisation d'une présidentielle anticipée. Vous savez que la Constitution, dont on parlait tout à l'heure, dit que dans l'hypothèse d'une destitution ou d'une démission du président de la République, la nouvelle élection présidentielle doit avoir lieu dans un délai compris entre 20 et 35 jours. Bon, vous imaginez bien qu'organiser une élection aussi importante que l'élection présidentielle dans un délai de 20 à 35 jours, ça nécessite un petit peu de préparation. Vous savez que, par exemple, il y a une règle en France qui est que pour présenter votre candidature, vous devez remettre 500 parrainages d'élus. C'est l'État qui doit transmettre à chacun des élus les formulaires de parrainage, puis les élus doivent compléter le formulaire de parrainage et le renvoyer. Et qu'est-ce qui vous a répondu, Vous imaginez Bruno bien que dans Retailleau un délai de 20 à 35 jours, ça nécessite un peu de préparation. Qu'est-ce qui vous a répondu, le ministre de l'Intérieur? Pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Ça vous Je lui ai envoyé le courrier jeudi soir. J'attends sa réponse. Je pense qu'il serait normal que les formations politiques, toutes, soient informées de savoir... J'imagine qu'au ministère de l'Intérieur, on doit travailler sur toutes les hypothèses, et notamment sur celle-ci, sur comment, dans ce cas-là, quels seraient les délais pour remettre les parrainages d'élus, est-ce qu'il y aurait de nouvelles inscriptions sur les listes électorales ou pas, comment s'organiserait la distribution de ce qu'on appelle la propagande électorale. Enfin, excusez-moi, c'est pas des petits sujets. Moi, il me semble que c'est important, c'est une question majeure de savoir s'il y a une élection présidentielle pour qu'elle soit organisée dans des bonnes conditions, que ça soit pas la pagaille. Juste en ce qui concerne la propagande électorale, je crois savoir qu'LFI a distribué des affiches, des tracts en mode un peu wanted, un peu comme dans les westerns américains, avec des affiches où on voit Prisca Thévenot, on voit Marc Fesneau. C'est pas un peu violent? Alors là, on ne parle pas de l'élection présidentielle, on est revenu un peu en arrière, mais il n'y a pas de problème, je vais répondre à votre question. C'est-à-dire, on parle de notre niche parlementaire, et je vous confirme effectivement que nous avons l'intention d'informer les électrices et les électeurs des circonscriptions concernées de quelle position a pris leur député pendant ce débat majeur pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et qu'en particulier ceux qui se sont livrés à un blocage pour empêcher l'Assemblée nationale de voter, alors qu'il y avait une majorité à l'Assemblée. Et ça a été démontré, puisque tous les votes qu'ont demandé les macronistes, ils les ont tous perdus pendant cette journée. Donc il y avait une majorité pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Certains s'y sont opposés. Ça me semble normal que les électrices et les électeurs soient informés de ça. Vous écoutez, Manuel Bompard, toute la crise actuelle, la crise politique actuelle, tout est de la faute d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous réclamez son départ. Mais est-ce que le Parlement n'a pas aussi une forme de responsabilité? Vous avez été incapable de travailler ensemble, vous, les grandes forces politiques du Parlement. Et comme LFI est un parti qui réclame la 6ème République et plus de parlementarisme, c'est un peu contradictoire, non? Alors, beaucoup de choses sont de la faute d'Emmanuel Macron. Ça, vous avez raison. D'abord, c'est lui qui a dissous l'Assemblée nationale et c'est quand même lui qui est responsable de cette nouvelle situation à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne notre capacité à travailler avec d'autres, que les choses soient claires, M. Barnier a dit
j'ai un budget, je veux faire 60 milliards d'euros d'économie. Il a mis ce budget dans le circuit parlementaire. On a discuté de ce budget à l'Assemblée nationale. Nous avons fait voter des amendements par une majorité des députés, j'en ai parlé tout à l'heure. À la fin de ça, si vraiment il y avait eu une volonté de la part de M. Barnier de travailler avec d'autres, il aurait pu dire « Bon, je vais reprendre tel ou tel des amendements que vous avez proposés. » Et alors, c'est interdit en France de décider, par exemple, je vous donne un exemple, je ne vais pas faire toute la liste, de 2 amendements qui me paraissent par exemple importants. On a fait voter à l'Assemblée nationale l'introduction d'une taxe qu'on appelle la taxe Zuckman sur le patrimoine des milliardaires. Ça ne concerne pas tout le monde, contrairement à ce que j'entends à longueur de journée. Ça concerne 147 personnes. Ça permet de rentrer entre 13 et 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. C'est 25% de l'effort demandé par M. Barnier. Ensuite, on a proposé un dispositif pour permettre que les multinationales paient leurs impôts en France et pas qu'il y ait des processus d'évasion fiscale. Ça rapporte 25 milliards d'euros. Vous voyez, les 2 éléments dont je vous ai parlé, c'est 40 milliards, c'est les 2 tiers de l'effort demandé par M. Barnier. Peut-être qu'il aurait par exemple pu reprendre ces éléments. Et alors, vous auriez pu dire, M. Barnier a effectivement cherché un compromis. M. Barnier, il a pris tous nos amendements qui ont été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale, il les a pris tous et il les a mis à la poubelle. Et après, vous allez vous étonner que moi, je vais chercher à censurer le gouvernement, franchement. Mais j'essaie de comprendre la situation. Pour vous, est-ce qu'on est simplement dans une crise ministérielle, comme il y en a eu dans l'histoire de la 4e République, un peu moins dans la 5e, ou est-ce qu'on est dans une crise de régime? C'est-à-dire un double cordon sanitaire contre vous d'un côté, contre le RN de l'autre, un socle commun de plus en plus étroit, un gouvernement incapable de former une majorité. Est-ce que c'est une crise de régime comme on en a déjà connu en France? Ouais, je crois qu'on est au-delà d'une simple crise gouvernementale. Parce qu'on est dans une situation de blocage et que ceux qui se maintiennent, s'accrochent au pouvoir, en vérité, n'ont plus la légitimité populaire et non plus la légitimité parlementaire pour le faire. C'est-à-dire qu'ils cherchent à imposer une politique, à imposer un budget contre l'avis d'une très grande majorité des Français et contre l'avis d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a une formule assez célèbre qui dit la crise, c'est au moment où en bas on ne veut plus et en haut on ne peut plus. Ben, je crois qu'on en est là. Vous avez fait, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, qui était en réunion publique avec des militants ce week-end, un rapprochement entre ce qui se passe maintenant et la situation de la démission du général de Gaulle en 1969. Est-ce que c'est vraiment comparable ? Par définition, des situations ne sont jamais exactement comparables. Et évidemment que ce qui s'est passé à l'époque... je n'étais pas né personnellement, mais moi non plus, j'ai consulté un petit peu mes livres d'histoire. C'est quand même un moment où le président de la République, parce qu'il demande l'avis aux Françaises et aux Français sur un sujet, et démontre un sujet anodin d'ailleurs, qui démontre qu'il n'est plus majoritaire, donc qu'il n'a pas le soutien populaire. De ce point de vue-là, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a un président de la République, certes, qui a été élu il y a 2 ans, dans des circonstances dont tout le monde peut se rappeler quand même, c'est-à-dire qu'il est élu sans enthousiasme, qu'immédiatement dans l'élection législative après... Dites ça à ceux qui croyaient en Emmanuel Macron au début. Non, je pense que... 58% des voix quand même. Ouais. Certes, mais enfin, vous ne pouvez pas ignorer que le vote... la deuxième fois en particulier d'Emmanuel Macron, deuxième tour de 2022 cette fois-ci, se fait en 2022, oui. Se fait notamment par rejet de Mme Le Pen à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui alors qu'ils ne croyaient pas à son programme et à son projet. Vous avez voté pour lui ? Personnellement, j'ai appelé avec Jean-Luc Mélenchon, on a appelé à battre Marine Le Pen et je crois qu'on a bien fait. En ce qui concerne ma position de vote individuelle, vous savez, je vais vous raconter, il y a un truc quand vous allez dans le bureau de vote, c'est que vous prenez un bulletin, que vous le mettez dans une enveloppe, vous rentrez dans un isoloir. Certains disent. Certains le disent, ils ont le droit de le dire. Donc, vous avez le droit de ne pas le dire. Certains n'hésitent pas à dire leur vote. Vous, de votre côté, vous ne dites pas pour qui vous avez voté. Non, je ne dis pas mon vote, mais par principe. Parce que je pense que c'est important de garder un principe. Ce que je peux vous dire, ça c'est certain, c'est que je n'ai pas voté pour Mme Le Pen et j'en suis bien fier quand je vois, y compris ce que fait Mme Le Pen aujourd'hui, parce que ce à quoi on a assisté pendant le débat parlementaire, c'est la démonstration que le Rassemblement national aujourd'hui, en quelque sorte, c'est la même politique économique que Emmanuel Macron, mais avec en plus des curseurs supplémentaires dans la haine et le rejet de l'autre. Et aujourd'hui, vous pratiquez la même hiérarchie politique, c'est-à-dire entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Mme Le Pen demeure l'ennemi principal ? Non, mais moi je combats les deux. Et en l'occurrence, aujourd'hui... Vous avez dû trancher. Vous trancheriez de la même manière aujourd'hui ? Mais attendez, aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est pas Mme Le Pen qui gouverne ce pays, c'est M. Macron. Et la politique donc c'est M. Barnier. C'est M. Macron, le président de la République, et M. Barnier, le Premier ministre. La politique qui est mise en place aujourd'hui dans ce pays, je la combats.
Et je la combat sans aucune hiérarchie avec quoi que ce soit. Justement, Michel Barnier a suivi Marine Le Pen, notamment en lui donnant des gages sur l'AME. Sur le sujet de l'immigration, on se souvient de la phrase de Bruno Retailleau, l'immigration n'est pas une chance pour la France. On a appris en cette fin de semaine qu'un réseau de passeurs a été démantelé, 26 interpellations, 11 millions d'euros d'actifs saisis, des passeurs qui demandent entre 15 et 26 000 euros pour un trajet et qui fournissaient visiblement des papiers, etc. Mais en condamnant la politique menée contre l'immigration, est-ce que vous encouragez les passeurs, Manuel? Mais évidemment non. Au contraire, en fait, c'est le fait d'avoir, depuis des années et des années, voté des lois qui cherchent, en fait, à couper toutes les voies légales de migration, qui poussent, en vérité, des gens à utiliser des voies illégales de migration et donc à partir de ce moment-là, qui entretient, qui favorise l'activité de réseaux de passeurs qui exploitent des êtres humains et qui effectivement s'en mettent plein les poches. Les Français votent des lois pour stopper l'immigration légale, des gens décident d'entrer illégalement et finalement vous donnez raison à ces gens qui entrent illégalement. Non, je ne donne raison à personne, monsieur Boccoté. Je vous dis seulement que si vous coupez toutes les voies légales de migration, alors que en vérité tout le monde le sait, n'en déplaise à monsieur Retailleau, la France a besoin d'immigration. D'un point de vue économique en particulier, la France a besoin d'immigration et je ne veux pas réduire, bien évidemment, les gens qui sont sur le territoire français à un apport économique, mais c'est une réalité. Il n'a jamais dit qu'il y avait d'un point de vue démographique également, d'un point de vue démographique également. Et donc il y a une forme d'hypocrisie qui est une hypocrisie totale. Maintenant, vous m'avez posé dans votre question, vous m'avez parlé de la question de l'aide médicale d'État. Ben, je veux vous dire quand même sur ce sujet à quel point M. Barnier essaye d'éviter la censure au prix du déshonneur et qu'en vérité, il a le déshonneur, mais il aura quand même la censure. Parce que participer de cette campagne qui dure depuis maintenant des mois et des mois, pour essayer de faire croire que l'aide médicale d'État est une sorte de privilège indu et tout simplement scandaleux. Vous savez, l'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui consiste à permettre à des gens qui sont sur le sol français, en situation irrégulière, de pouvoir disposer des soins minimums pour la santé publique. Et des soins maximum aussi, de se refaire le nez, de se refaire les oreilles. Mais vous savez que vous dites, pardonnez-moi, je suis désolé, je ne veux vraiment pas m'en prendre à vous, mais vous savez que ce que vous racontez... Vous avez décidé de m'en prendre à moi. Non, je ne veux pas m'en prendre à vous, mais ce que vous êtes en train de dire est juste complètement faux, en fait. Je ne crois pas, mais nous allons... Donnez-moi un exemple d'une personne qui s'est refait le nez avec l'aide médicale d'État. Est-ce que vous en trouvez ? Non, vous n'en trouverez pas. Je vais vous expliquer pourquoi vous n'en trouverez pas. Parce qu'il y a un panier de soins qui est assez largement défini sur l'aide médicale d'État et qui se concentre sur des soins urgents. Il peut arriver, par exemple, suite à des situations, par exemple un cancer, qu'il puisse y avoir effectivement dans le panier de soins une prise en charge d'opération, par exemple pour se refaire les seins, par exemple pour donner cet exemple, suite à un cancer du sein. Est-ce que vous savez que l'aide médicale dans ce cas-là ne prend en charge que la part remboursée par la sécurité sociale, c'est-à-dire à peu près 10% de la dépense qui va coûter... Comme tous les Français si vous n'avez pas de mutuelle. Exactement. Sauf que la différence, c'est que les personnes dont vous êtes en train de parler n'ont pas de mutuelle. Donc, en l'occurrence, vous allez m'expliquer... Mais il n'y a pas que les personnes qui ont l'AME qui n'ont pas de mutuelle. Mais évidemment. Vous allez donc m'expliquer. Une personne qui a droit à l'AME, donc qui gagne moins de 850 euros par mois. D'accord. Va être capable, sur ses deniers propres, parce qu'elle n'a pas de mutuelle, une fois que les 10% d'une dépense qui va coûter 2 000 ou 3 000 euros vont être pris en charge par l'AME, va être capable d'aligner la différence. Et bien, si vous me trouvez la personne qui gagne moins de 850 euros par mois et qui est capable de mettre 2 700 euros ou 2 600 euros sur la table pour une opération suite à un cancer, je veux bien que vous me la présentiez, mais je vais vous dire, vous ne la trouverez pas parce qu'elle n'existe pas. Manuel Bompard est l'invité du Grand Rendez-vous. On revient dans un instant. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Une question de Stéphane Dupont. Oui, vous nous avez expliqué, Manuel Bompard, que Lucie Castet restait votre candidate à Matignon si Michel Barnier était renversé. Lucie Castet, elle est pour la régularisation de tous les sans-papiers. C'est aussi votre position ? Non, Lucie Castet, elle l'a dit. Non, attendez. Ah, s'il vous plaît. Et je crois qu'elle a précisé un petit peu ses propos, si je peux me permettre. En tout cas, je peux vous dire quelle est la position du programme que nous avons défendu ensemble. C'est la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans papier et d'un certain nombre de personnes, par exemple des parents qui ont des enfants scolarisés à l'école. Oui, dans ce cas-là, je pense que on doit sortir de cette forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens en France qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont un contrat de travail, qui payent des cotisations, mais qui n'ont pas les papiers. Je trouve ça juste stupéfiant et scandaleux. Donc oui, je pense qu'il faut sortir de cette situation d'hypocrisie et régulariser l'ensemble des travailleuses et des travailleurs sans papiers.
La même Lucie Castel, aujourd'hui dans la Tribune dimanche, avec Marine Tondelier, la responsable des Verts, se déclare favorable à une candidature unique de la gauche à la prochaine présidentielle. Vous en pensez quoi ? Vous avez peut-être observé que Jean-Luc Mélenchon lui-même, vendredi soir, vous avez cité tout à l'heure sa prise de parole, a proposé qu'effectivement il y ait une candidature commune en cas d'élection présidentielle. Mais nous avons dit une chose très simple. Nous avons dit que s'il y a une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire un délai, je vous l'ai dit tout à l'heure, compris entre 20 et 35 jours, on ne va pas faire croire qu'on va rentrer dans 15 jours de palabres et de discussions pour essayer d'identifier laquelle. Donc nous, ce que nous disons, c'est que s'il y a une élection présidentielle anticipée, nous les Insoumis qui quand même, il y a 2 ans, avons fait 22% des voix à l'élection présidentielle et avons aujourd'hui le groupe parlementaire le plus nombreux à gauche, nous ferons une proposition de candidature issue de nos rangs et nous espérons que cette candidature, sur un programme de rupture, puisse être une candidature commune. De Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne vous ai pas dit de Jean-Luc Mélenchon, je vous ai dit on l'a compris. Mais je vous ai dit que les Insoumis feront une proposition de candidature. Maintenant, quant à Jean-Luc Mélenchon, j'ai déjà répondu à cette question. Il me semble évident que si l'élection présidentielle anticipée dont on a parlé tout à l'heure doit avoir lieu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il me semble évident qu'il est aujourd'hui la personnalité la mieux placée à gauche pour permettre à la gauche d'être au 2e tour et de gagner, tout simplement. Mais autant la gauche est capable de s'unir pour les législatives, autant pour la présidentielle, ça risque d'être plus compliqué. On voit en ce moment François Hollande annoncer à demi-mot son possible retour. On voit que la gauche est moins unie en ce moment qu'elle ne l'était il y a quelques semaines et quelques mois. Donc vous croyez une candidature unique à gauche ? Je vois bien que le Parti socialiste, puisque c'est de ça dont vous êtes en train de me parler, après avoir fait l'union du nouveau Front populaire, multiplie depuis maintenant plusieurs semaines des propos et des actes qui sont des actes de division. Je vous donne un exemple. Les sociotraites. Attendez. Je n'ai pas utilisé ce terme-là. Je vous dis qu'il multipliait des actes de division. Non mais attendez, juste... Regardez par exemple, quand le candidat proposé par Anne Hidalgo pour les prochaines élections municipales à Paris, M. Ferraud, dit « Nous nous allierons avec les Insoumis, ni au premier tour, ni au 2e tour ». Puisque c'est ce qu'a dit M. Ferraud dans la presse. Comment vous pouvez dire ça et en même temps, au niveau national, faire comme si il y allait avoir une candidature commune avec les socialistes ? Moi, je ne suis pas hypocrite, je dis les choses franchement. Si M. Ferraud pense qu'il ne peut pas s'allier au premier tour ni au 2e tour des élections municipales à Paris avec les Insoumis, j'imagine qu'il considère donc qu'il ne peut pas être allié avec les Insoumis aux élections législatives ou aux élections présidentielles. J'en prends acte. Je regrette la tentative et la volonté du Parti socialiste de rompre avec le nouveau Front populaire et l'union que nous avons constituée aux dernières élections législatives. Et je dis à tous les autres, continuons à avancer ensemble parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir le plus de chances possible pour pouvoir gagner la prochaine élection présidentielle. S'il y a une présidentielle anticipée, chacun ira sous ses couleurs, les socialistes et vous. Donc il y aura 2 candidats. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'espérais, j'avais l'intention de proposer une candidature commune, mais je dois avoir l'honnêteté de vous dire que je vois bien que les signaux qu'envoient aujourd'hui les dirigeants socialistes sont plutôt des signaux de division. On parlait de François Hollande qui était en place et en poste quand il y a eu les attentats du Bataclan. Votre parti souhaite abroger le délit d'apologie du terrorisme. Non. Quoi ? Dites les choses franchement, dites la vérité. Alors dites la vérité à ma place. Pas les gens. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous dites que nous voulons abroger le délit d'apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la proposition de loi que nous avons déposée ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la PPL que vous avez ? Est-ce que vous savez quel est le titre ? Abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal. Du Code pénal. Pourquoi ? Pour le remettre dans le droit de la presse. Pour le remettre dans le droit de la presse. Il y a que le dire comme ça quand même. Ça évite de désinformer les gens et de leur faire croire, comme l'ont dit un certain nombre de responsables politiques depuis, que nous voudrions autoriser l'apologie du terrorisme. C'est pas du tout ce que nous avons proposé. C'est ce que disent les socialistes. Non, mais les socialistes, ceux qui disent ça, disent n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire. Nous proposons... Mais quand Bruno Retailleau dit que vous faites l'apologie du Bataclan, qu'est-ce que vous lui répondez ? Précisément que c'est un menteur. Un manipulateur. Monsieur le ministre de l'Intérieur est un menteur. Quand il dit ça, oui, évidemment, c'est un menteur. Ou alors qu'il ne sait pas lire une proposition de loi. Et alors là, je trouve ça très inquiétant pour un ministre de l'Intérieur. Parce que s'il savait lire une proposition de loi, et notamment l'exposé des motifs de cette proposition de loi, nous disons une chose très simple. Depuis que la loi a été modifiée en 2014, effectivement, sous François Hollande, le délit d'apologie du terrorisme a été instrumentalisé pour s'en prendre à des syndicalistes, à des responsables associatifs, à des journalistes, à des responsables politiques de LFI, à des responsables politiques de la France Insoumise, pour des faits qui ne s'apparentent bien évidemment pas à de l'apologie du terrorisme. Nous disons quoi ? Nous disons qu'il faut le remettre dans le droit de la presse pour éviter ces dérives et ces abus. Et nous ne sommes pas le seul à le dire. Monsieur
Trévidic, ancien juge antiterroriste, dit exactement la même chose que nous. L'ancien défenseur des droits, M. Toubon, qui est là aussi issu de la droite, dit la même chose. Et M. Montbrial dit le contraire de M. Trévidic. Mais M. Toubon... C'est juriste contre juriste. D'accord, mais donc on a le droit d'en débattre. Oui, c'est pas une infamie de poser une question. Mais on est en train d'en débattre, Manuel Bompard. Mais la manière avec laquelle... Si, la manière avec laquelle le débat a été présenté, pas par vous, peut-être, si vous voulez, dans les médias et sur votre chaîne en particulier depuis une semaine, c'est de donner l'impression que les insoumis veulent qu'on puisse faire l'apologie du terrorisme. Je vous donne la parole. Et M. Retailleau dit ça. Et je vous donne... Est-ce que vous savez, parce qu'on parlait de notre niche parlementaire jeudi, est-ce que vous savez que dans le cadre de cette niche parlementaire, la députée macroniste Prisca Thévenot a déposé un amendement pour faire blocage, dans lequel elle proposait d'infliger une taxe supplémentaire sur les terroristes. Vous ne trouvez pas ça honteux d'instrumentaliser les victimes du terrorisme pour faire de l'obstruction parlementaire? C'est celle qui figure sur vos affiches. Personne n'en a parlé. C'est les affiches. Et personne n'en a parlé. Donc vous voyez, nous on pose un débat qui est un débat sérieux. Comment on fait en sorte de pouvoir s'attaquer à l'apologie du terrorisme de manière intelligente et pas en dévoyant ça pour aller s'en prendre à des responsables politiques ou à des responsables associatifs à qui on peut reprocher leur position, pas de problème, mais à qui c'est absolument ignoble de faire croire qu'ils font l'apologie du terrorisme. Vous posez la question sur le plan juridique, il y a aussi une dimension politique aussi. C'est-à-dire, d'un côté, j'imagine, je n'ai aucun doute, quelqu'un qui dirait le Bataclan était nécessaire pour résister contre l'islamophobie française, vous diriez c'est absolument condamnable. Je n'en doute pas le seul instant. Mais quelqu'un qui dit le 7 octobre est un acte de résistance nécessaire, bien que malheureux, est-ce que pour vous c'est de l'apologie du terrorisme? Mais je peux ne pas être d'accord avec ces propos, mais ne pas considérer que c'est de l'apologie du terrorisme. Mais est-ce que c'est de l'apologie? Le 7 octobre était nécessaire. Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme? Monsieur Boccoté, je ne suis pas juge. Non, je vous demande comme responsable politique. Mais évidemment que comme responsable politique, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on puisse considérer qu'un acte qui soit un acte terroriste soit nécessaire. Mais est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme selon vous? De dire quoi? Le 7 octobre était nécessaire, c'est un acte de la résistance nationale palestinienne. Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme pour vous? Si vous donnez une appréciation positive d'un acte terroriste, je ne sais pas si vous en faites l'apologie, mais en tout cas, vous donnez une appréciation positive, ça me paraît effectivement problématique, y compris d'un point de vue juridique. Mais en l'occurrence, personne n'a fait ça. Et il y a des gens... Personne parmi les gens dont je vous ai parlé à cet instant qui ont été poursuivis pour apologie du terrorisme. Mathilde Panot, Rima Hassan, Daniel Obanno. Non, elles sont sous le coup, effectivement, de plaintes pour apologie du terrorisme. Donc vous voyez bien quel est le problème. C'est que des gens qui n'ont pas dit ce que vous êtes en train de dire sont poursuivis pour apologie. Je ne veux pas accuser personne en particulier. De gens qui pourraient dire ça, mais moi, je m'en fiche pas parce que... C'est pas mon sujet. Je ne veux pas personnaliser. Il y en a une d'elles qui a dit que c'était un mouvement de résistance. Non, elle n'a pas dit ça. Mais mon sujet est pas celui-là. Mon sujet est de savoir si le cadre légal tel qu'il est aujourd'hui permet ou conduit à des abus. Et oui, il conduit à des abus. Parce que le fait d'avoir mis ce délit dans le code pénal permet, par exemple, d'utiliser des comparutions immédiates, des mises sous surveillance, des surveillances téléphoniques. Parce que Mathilde Panot, qui est présidente d'un groupe parlementaire, en vertu de la poursuite contre elle sur la base du dévoiement de cet article, pourrait être mise sous écoute, sur écoute. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est problématique d'un point de vue démocratique qu'une présidente d'un groupe parlementaire pourrait être mise sous écoute, sur la base du dévoiement de ce délit? Tout ça n'a pas de sens. Il faut protéger les libertés individuelles si on veut lutter de manière efficace contre le terrorisme, et certainement pas qu'au nom de la lutte indispensable et nécessaire contre le terrorisme, ça se traduise par une remise en cause de nos libertés fondamentales. Je vais même vous dire, en faisant ça, en quelque sorte, on donne raison aux terroristes, parce que les terroristes, ce qu'ils veulent faire, c'est fragiliser notre cadre démocratique et le respect de nos droits fondamentaux et de nos libertés fondamentales. Donc je pense que c'est une grave erreur de rentrer dans cette voie-là, de s'entêter dans cette voie-là. Donc je pense que c'est un débat raisonnable de se poser la question de comment on lutte mieux contre l'apologie du terrorisme tout en protégeant nos libertés fondamentales. En tout cas, il y en a un qui est poursuivi pour terrorisme et subversion, c'est Boualem Sansal en Algérie. Est-ce que, comme Éric Coquerel, vous demandez sa libération? Mais évidemment, et contrairement d'ailleurs, là j'ai lu un article du Point sur ce sujet, Éric Coquerel a demandé sa libération, j'ai demandé sa libération, Mathilde Panot a demandé sa libération. J'avais vu un article du Point hier qui disait que la France Insoumise n'avait pas demandé sa libération, donc c'est complètement faux. Ça mérite d'être clair ce matin avec nous. C'était déjà suffisamment clair, j'ai pris la parole mardi matin, Éric Coquerel lundi matin, enfin bon bref, je ne sais pas pourquoi on cherche des noises à la France Insoumise sur ce sujet. Évidemment. Peut-être parce que M. Coquerel a eu du mal à définir un islamiste cette semaine sur Sud Radio. Ça n'a rien à voir, si vous voulez qu'on parle après de M. Coquerel, on en parle, mais en l'occurrence là vous étiez en train de me poser la question concernant M. Sansal. En effet. Et en ce qui concerne M. Sansal, évidemment qu'il n'est pas normal
qu'il est inacceptable qu'on puisse être arrêté en raison de ses écrits et de ses opinions politiques, qu'on partage ou qu'on ne partage pas d'ailleurs des opinions politiques qui ont pu être exprimées. C'est une certitude. Et j'aimerais que cette règle-là, on l'applique à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'une personne soit arrêtée en raison de ses opinions politiques. Est-ce que diriez-vous de ce point de vue qu'aujourd'hui, Boualem Sansal, c'est le visage de la cause de la liberté d'expression aujourd'hui? Mais pas le visage. Pourquoi le visage? Parce que c'est lui qui, pour l'instant, est menacé pour ses libertés. Monsieur Boccoté, sans que les menaces soient de même nature, il y a une universitaire française qui s'appelle Madame Soumaoro, qui avait prévu de faire une conférence au Parlement européen. Madame Maréchal Le Pen a inventé des positions à Madame Soumaoro en disant qu'elle faisait, je sais pas quoi, du racisme anti-blanc, et cette conférence a été interdite. Monsieur Boccoté, vous pensez peut-être aussi à Madame Bergeau-Blaclair, qui a été véritablement frappée d'interdit au CNRS. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Madame Soumaoro est le visage de la liberté d'expression en France? Est-ce qu'il y a une distinction, selon vous, entre le fait de ne pas pouvoir faire une conférence et d'être évidemment qu'il y en a une. Évidemment qu'il y en a une. J'ai une différence de fond. Évidemment qu'il y en a une. Au singulier. Évidemment qu'il y en a une, et j'ai commencé par ça, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Merci Manuel Bompard, merci d'avoir été notre invité ce dimanche. Très très bonne journée sur nos deux antennes.